Merci de suivre les programmes de Médien. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Talk Afrique. La culture possède des caractéristiques bien définies telles que l'appartenance communautaire, la solidarité et l'hospitalité, sans oublier la dimension masculine et féminine, ainsi que la distance hiérarchique et l'oralité. Elle comprend aussi les langues, la littérature, les modes de vie, les systèmes de valeurs et traditions, pour reconnaître le rôle des politiques culturelles dans le développement économique et social des peuples. Plusieurs mesures ont été prises en Afrique, notamment la charte de la renaissance culturelle adoptée en 2006 à Khartoum au Soudan. Pour beaucoup d'experts, la culture participe énormément à la croissance de l'Afrique comme d'autres domaines, ce qui nous rappelle la pensée de Léopold Sédar Senghor, la culture et la civilisation en action, ou mieux l'esprit de la civilisation. Quelle place des arts dans la renaissance africaine et le développement du continent? C'est ce que nous allons développer au cours de cette émission. Deux invités sur ce plateau. Eladj Malik Ndiaye, directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain africain. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de l'invitation. En face de vous, nous avons Monsieur Massamba Mbaye. Vous êtes critique d'art et commissaire du pavillon du Sénégal à la 14e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain africain. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de parler de la Biennale de Dakar, la 14e édition de la Biennale, je dirais, encore appelée Dakar, l'une des manifestations d'art contemporain africain. Déjà, quel sentiment vous anime aujourd'hui concernant cet événement, on va dire cet événement qui reprend dans un contexte de relance post-pandémie? Mais la Biennale aujourd'hui, c'est des retrouvailles, c'est un sentiment de fierté, et c'est la fête de l'art, c'est la fête des artistes, des acteurs culturels, et la fête également de l'art en face de la société. Donc c'est un sentiment d'excitation également, parce que plusieurs acteurs ne sont pas vus depuis plus de 4 ans. Et c'est des rencontres parce que la Biennale quand même, c'est des réseaux qui se tissent, c'est des idées qui se développent, c'est des artistes qui s'expriment et qui prennent le temps de rencontrer les amoureux de l'art. Donc Dakar est une fête en ce moment et c'est l'une des caractéristiques fondamentales de la Biennale de Dakar. C'est une fête ici à Dakar et d'autres Africains, d'autres artistes aussi sont là à Dakar pour célébrer cet événement. Je me tourne vers vous, Monsieur Mbaye. Pour beaucoup d'experts, je le disais à l'entame de mes propos, la croissance de l'Afrique ne concerne pas seulement un domaine ou deux domaines. La culture, et c'est un domaine important également qui participe, qui contribue à l'émergence de ce continent. Qu'en pensez-vous justement? Mais je pense que c'est légitime de penser ainsi. Si on prend la géographie actuelle du business dans le monde, l'entertainment constitue l'un des piliers de ce secteur-là, de l'entrepreneuriat et puis de la génération des richesses. Et donc, prendre l'art et valoriser l'art en Afrique, c'est également préparer les choses, si ce n'est pas encore le cas, par rapport à ces optiques-là. Nous avons énormément de contenus dans le domaine de l'entertainment qui sont des contenus portés par les artistes, par des arts, avec maintenant une plateforme technologique qui vient en appoint. Et donc oui, si on doit parler d'émergence, si on doit parler de renaissance, si on doit parler de développement, ce sera également dans des termes culturels certains. Ce n'est pas seulement le domaine économique ou encore géopolitique. La culture joue un rôle important. Le secteur culturel est un secteur transversal. Il touche à plusieurs secteurs, et en particulier l'économie. Et si on veut développer surtout nos États, il faudrait de plus en plus miser sur la culture. La culture, au-delà de son aspect de maillage et de solidarité, de fraternité, de capital humain qu'elle développe, eh bien, cette culture-là a une plus-value au point de vue économique. Mais seulement, cette plus-value au point de vue économique est disséminée, est dispersée. Et on ne peut pas la quantifier avec les mêmes outils comme on peut quantifier une entreprise qui a des revenus tous les jours. Donc cette culture-là mérite une attention particulière pour que l'on sache aujourd'hui qu'elle bénéficie de plusieurs pans, de plusieurs piliers qui sont des axes à partir desquels
l'économie peut se développer. Mais justement, l'Afrique a beaucoup de défis à relever. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais comment les acteurs ou bien les artistes justement peuvent apporter leur pierre à l'édifice justement? Mais les artistes apportent leur pierre à l'édifice avec un rayon de possibilités. La première chose, c'est les idées qu'ils mettent sur la table. Quand un pays se développe, quand des hommes se rencontrent, il y a des idées qu'ils développent. Et les artistes, dans leur manière de fonctionner, nous aident à avoir un conscientisme et nous aident à mieux rendre les défis possibles. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les artistes sont dans le secteur des industries culturelles et créatives. Et ces industries-là se développent de plus en plus. Il y a un marché de l'art qui s'installe sur le continent. Il y a des industries dans tous les domaines, hein, que ce soit la musique, les arts visuels, le théâtre, la danse, qui s'installent, des compagnies qui se développent. Et toutes ces structures-là participent à générer des revenus et aident la société à se porter mieux et aident l'économie également à être beaucoup plus forte. Mais, Monsieur Mbaye, quelle est justement la place des arts dans la Renaissance africaine et le développement de ce continent? Mais lorsqu'on parle de Renaissance africaine, on est dans un dispositif conceptuel. Et ce dispositif conceptuel doit être un dispositif transversal. Il y a des éléments qui se relèvent de l'économie pure et simple. Il y a d'autres éléments qui relèvent de la sociologie, d'autres qui relèvent d'autres domaines d'activité de la vie. Mais étant donné qu'il s'agit de transversalité lorsqu'on parle d'expression fondamentalement artistique, je pense que même les précurseurs post-indépendance en Afrique l'avaient bien senti. On avait parlé de négritude sous l'angle de la littérature, de ces aspects-là, mais il y avait quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que la restructuration de l'humain autour de ce quelque chose-là en particulier, autour du continent africain, c'était quelque chose de fondamental. Au-delà de ces aspects, donc sur le plan conceptuel, je pense que l'art a cette capacité-là par son substrat créatif de faire, ne serait-ce que de manière en miroir, poser des termes de création. Parce que lorsqu'on parle de développement de Renaissance, c'est en termes créatifs que ça doit se faire. Il faut avoir la possibilité, se donner les possibilités de réinventer notre rapport au monde. Et ça, c'est un élément aussi qui est fondamental. Au-delà de ces aspects-là, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que l'art génère des revenus, au sens le plus basique du terme. C'est-à-dire que l'une des plus grosses industries encore au monde, c'est des industries culturelles. Et donc, en fait, il y a un potentiel artistique qui est certain. Je vous donne un autre exemple. Quand vous allez en Europe, leur fierté dans le domaine un peu de la production, c'est un peu l'artisanat de luxe, qui rapporte énormément d'argent. Mais cet artisanat de luxe vient de quoi? Il vient de substrat culturel fondamental. Donc ces aspects-là existent en Afrique. Ces gens ont pioché pour beaucoup d'ailleurs dans les graphismes, dans des choses qu'ils ont... Vous parlez de graphisme, je pense également à la formation. Ouais. Et aujourd'hui, on a des artistes talentueux qui font la fierté du continent et bien au-delà. Mais il y a un aspect de formation. Comment faire justement pour intégrer cet aspect dans l'art contemporain africain? Mais la formation, elle est également importante. Mais je pense qu'en Afrique, il y a beaucoup d'écoles des arts. Hein. Donc ces écoles des arts ont le mérite d'exister. Il faudrait peut-être que ces écoles soient beaucoup plus dotées. Au Sénégal, d'ailleurs, nous sommes maintenant dans un renversement catégoriel parce qu'on a maintenant une école des arts et des métiers. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que le créatif puisse s'articuler aussi à des manières de manager, à des manières de se positionner par rapport à des marchés, qu'il puisse être managé au sens vraiment orthodoxe du terme. Et c'est cela même qui fait que la création pourrait davantage être accompagnée et pourrait générer des ressources, générer également de la valeur. Parce qu'il s'agit de valeur fondamentalement, mais il s'agit également de faire vivre les artistes et faire vivre le continent par ce biais-là. Et les voies existent. Dans d'autres pays, on a en Afrique du Sud ou au Nigeria, on a des exemples qui sont des exemples assez éloquents en la matière où en fait le substrat culturel a orienté des contenus et ces contenus sur le plan cinématographique, sur le plan des arts visuels ou sur le plan de l'artisanat, etc. ont fait émerger des talents, on fait émerger des tycoons, on fait émerger des leaders sur le plan entrepreneurial, mais
avec cette base-là. On peut donc saluer ces efforts justement en Afrique. Oui, ces efforts sont certains. Ces efforts sont certains parce qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites. Ces dynamiques-là doivent être renforcées. Alors, la charte de la Renaissance culturelle adoptée en 2006 à Khartoum, je disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, cette charte traite l'identité, la diversité, le développement, l'utilisation des langues africaines et des médias, le rôle des États dans le développement culturel de la coopération intra- et interafricaine et de la diaspora africaine. Qu'en est-il de son effectivité aujourd'hui, que ce soit dans les faits et au niveau des différentes parties prenantes? Mais je pense que chaque État doit travailler à rendre possible et à rendre effective cette charte-là. Nous, en ce qui nous concerne, par exemple, vous avez parlé des langues, mais vous savez, la Biennale de Dakar, dans laquelle nous sommes en ce moment, pour la première fois dans son histoire, a utilisé une langue africaine comme titre qui doit être traduit en français ou en anglais. C'est en sérère, justement, oui, Indafa. Indafa qui veut dire forger en français. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est de traduire les titres dans nos langues pour essayer de comprendre. Et aujourd'hui, je pense que symboliquement, il faut inverser la donne et il faut lancer un message fort parce que nous commençons et nous portons le projet de forger des modèles. Quand on parle de formation, on forge un modèle. Nous forgeons des modèles. Nous forgeons des manières de voir le monde et des manières d'esquisser notre futur. Et ça, il faudrait le faire dans les langues dans lesquelles nous imaginons le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait investir davantage dans les schèmes, que ce soit l'identité, que ce soit la langue, que ce soit la mode, que ce soit l'habillement, que ce soit l'artisanat, dans les schèmes-là qui portent des valeurs parfois et souvent oubliées, et des valeurs qui sont injectées, qui peuvent être injectées dans le contemporain et dont les artistes peuvent s'approprier dans le design, dans le textile, dans pas mal de choses. Donc je pense que ces valeurs-là doivent être portées par les États pour répondre à cette charte, mais les créateurs, les artistes, les événements culturels, les universités, chaque secteur doit également faire de son mieux pour porter ces valeurs-là. Et je pense que si on y arrive, on pourra rendre effectif en fait cet adage qui consiste à dire la culture est au début et à la fin de toute chose, ou bien la culture est le socle du développement. Ça veut dire qu'il faut enseigner, vous êtes d'accord, il faut enseigner ces langues locales dans nos écoles pour garantir justement tout ce qui est notre culture, pourquoi pas, Monsieur Baye? Oui, mais je pense que la problématique des langues dépasse d'ailleurs cette approche culturelle et culturaliste. On a vu que, en fait, quand on apprenait le monde par sa langue, les choses s'assimilent beaucoup plus facilement que, en fait, l'effort qu'on doit faire pour assimiler une autre langue et puis après de comprendre le monde par ce biais-là. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est une réappropriation aussi de notre propre identité, de notre propre vocabulaire, une possibilité aussi de donner à des talents qui sont des talents cachés d'éclore. Il y a des magnifiques littéraires en langue nationale africaine, qui sont des talents qui n'ont pas trouvé parfois moyen d'expression. Avec la valorisation de ces langues-là, il est possible. Mais quand je parle de talent littéraire, je parle plutôt également de créativité. C'est-à-dire que c'est une expression plurielle. La langue est un véhicule d'expression plurielle. Et c'est cela que ça favorise. Donc en fait, il y a plusieurs strates dans l'appropriation de cette langue-là et dans la valorisation de nos langues. D'accord. Justement, si j'ai bonne mémoire, l'Afrique compte environ 3000 langues et c'est très bien. Alors, Monsieur Ndiaye, les gouvernements ont le pouvoir d'intervenir au niveau législatif et fiscal et ainsi offrir un environnement propice au développement des arts et à la diffusion des cultures. Est-ce le cas en Afrique ? La cartographie est vaste et peut être jugée à géométrie variable. Mais je pense que s'il y a une chose sur laquelle les États doivent investir, c'est l'équilibre qu'ils peuvent trouver entre le mécénat et l'économie interne. Parce que de plus en plus, on se rend compte que que les acteurs culturels, ce à quoi ils sont confrontés, c'est la difficulté
d'être soutenus, la difficulté de trouver des ressources et des financements. Exactement. Ces sources-là, souvent, on se rend compte que l'État ne peut pas supporter, l'État-providence c'est terminé, l'État ne peut pas supporter toutes les dépenses qu'on peut injecter dans la culture. Les ressources additionnelles doivent être trouvées souvent dans le privé. Mais le privé, il faut qu'il y trouve son compte. Et donc, de ce point de vue, il faudrait qu'il y ait des législations qui aident à soutenir le privé, à faciliter son accès ou l'aide même ou bien le mécénat qu'il peut apporter aux entreprises, aux industries créatives, tout simplement, et aux artistes. Pour le cas du Sénégal, je pense qu'il y a une forte communauté quand même d'entreprises, et la Biennale l'a montré, qui est là et qui soutient les artistes. En dehors de la Biennale, il y a pas mal de manifestations que les artistes organisent dans l'année, et on a quelques entreprises quand même qui les accompagnent. Et je pense que si en Afrique, de manière globale, il y a une politique beaucoup plus structurée au point de vue fiscal, ça va booster l'économie culturelle et en retour, ça va tout simplement booster l'économie de tous ces États-là. D'accord. Et Monsieur Mbaye, avec vous, vous êtes critique d'art et commissaire du pavillon du Sénégal de la 14e édition de la Biennale de Dakar et de l'art contemporain africain. À quoi consistent vos prérogatives de commissaire du pavillon du Sénégal? Mais le secrétariat général m'a confié un peu ce pavillon et l'idée c'était de conceptualiser déjà les éléments de contenu. D'accord? De proposer un thème spécifique. Ce thème-là entre dans le thème générique dans le cadre du forger, c'est vrai, mais l'idée c'est de proposer quelque chose. L'autre aspect aussi c'était de problématiser un peu cette notion de pavillon. Et je l'ai problématisé autour de quoi? Un pavillon c'est une sorte de drapeau. Est-ce que je vais aller sur des logiques chromatiques vert, jaune, rouge ou est-ce que je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus fondamental? Et j'ai questionné notre commune volonté de vivre en commune, de vivre en communauté. Oui. C'est l'un des fondements aussi de la République du Sénégal. Donc j'ai interrogé ces notions-là, j'ai interrogé la notion d'État, de nation, de transversalité, de cette géographie partagée, de cette géographie aussi dépassée par l'onirique. Nous partageons un même espace géographique, mais les Sénégalais et les gens qui sont accueillis au Sénégal, parce que quand je parle de Sénégalais, c'est toutes les personnes qui vivent au Sénégal et se considèrent bien dans ce pays-là. Donc ce n'est pas un enfermement, mais c'est fondamentalement une ouverture, d'autant plus que le Sénégalais, pris au sens le plus profond du terme, est un métis, mais vraiment au sens biologique du terme. Et donc, géographie partagée, je disais, géographie dépassée par l'onirique parce que nous avons une activité diurne et une activité nocturne. Les Sénégalais, quand ils dorment, ils rêvent, en partie, ils rêvent de quoi? Il y a des formes savantes en Afrique pour comprendre, décoder ces rêves-là qui ne sont pas suivant les mêmes paradigmes que l'interprétation des rêves comme on le prend chez Freud ou des choses comme ça. Et il y a un travail magistral qui a été fait par le professeur Djibril Samb, un livre qui a été pris nommant, qui m'a beaucoup inspiré. Non pas la clé des songes, mais le travail de fond qui a été fait. Cette partie-là m'intéresse, mais le rêve, ce n'est pas seulement comment on comprend, on lit des rêves. Les rêves, c'est également comment les Sénégalais se projettent. On apprend en même temps. Et dans ce pavillon-là, il y a des œuvres qui sont exposées. Dites-nous comment vous jugez ces œuvres qui sont exposées dans ce pavillon. Oui, alors ce sont ces éléments conceptuels-là que j'ai donnés à des artistes qui parfois ont travaillé pour une grande part d'ailleurs en binôme. Et ils nous ont proposé des choses par rapport à leur manière de voir le Sénégal actuel et notre manière aussi de préjuger de nos projections. Et ça a donné des travaux qui parfois ont duré pendant 2 ans et demi de recherche. Sur l'espace du Sine Saloum, par exemple, cette œuvre faite par 2 artistes qui ont été primés par la ville de Dakar. Ça donne aussi un travail sur les générations, parce que je prends des artistes de l'école de Dakar jusqu'à la génération la plus jeune. Ce sont autant de choses comme ça, en fait, qu'on fait dialoguer à travers ce pavillon-là, qui porte le thème du fagot de bois, l'aussitôt en mandingue, parce que j'ai choisi cette langue, parce que c'était ma langue
maternelle. Et donc, tous ces aspects-là, en fait, concourent à donner du sens, mais sens au sens vraiment le plus esthétique du terme, à ces convergences-là autour d'une géographie partagée. Alors, Monsieur Ndiaye, vous êtes directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain. Et comment s'est passé l'accompagnement du gouvernement sénégalais pour la tenue de cette édition? Tout à l'heure, vous avez dit que la culture demande des moyens et l'État ne peut pas tout faire, mais parle-nous quand même de cet accompagnement. Cet accompagnement a été renforcé. Les 2 dernières éditions, l'État a augmenté, doublé le budget de la Biennale Dakar. Donc aujourd'hui, la Biennale Dakar est l'une des biennales en Afrique qui a, je pense, le plus de moyens pour sa politique. Sans compter maintenant toutes les entreprises qui nous soutiennent à chaque édition. Donc de ce point de vue, je pense qu'on n'a rien à envier aux grandes biennales parce que, vous savez, la Biennale Dakar existe depuis 1990. C'est la biennale la plus résiliente, la plus âgée et la plus courue sur le continent africain. Donc aujourd'hui, c'est une biennale qui se porte bien. Et cette biennale-là devait avoir lieu en 2020. La sélection avait été déjà faite en 2019. On l'a reportée pour cause de Covid. On a maintenu la même sélection, mais pas les mêmes œuvres. Donc les artistes, pendant 4 ans, on a vécu avec eux. On a travaillé avec eux. L'accompagnement curatorial a fait que certains artistes ont, entre guillemets, augmenté leur œuvre. Et donc aujourd'hui, on a une biennale magistrale et augmentée dans tous les sens. D'autant plus qu'il y a l'exposition principale. On a à côté les pavillons nationaux, les 3 pavillons de la Chine, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Nous avons également une innovation majeure dans cette biennale, c'est le projet Dohanto. On parlait tout à l'heure de formation, on parlait d'économie, mais vous savez, l'idée que la société peut avoir de l'art peut être une idée biaisée parfois. Et pour décoder cette idée, pour la déconstruire, il faudrait que l'art aille auprès de la société. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de la Biennale, il y a ce projet qui s'appelle Dohanto, promenade en langue wolof, qui consiste à exposer 17 artistes, des sculpteurs, des installateurs et des designers le long de la corniche ouest, pour que l'art soit désormais une scénographie urbaine. Le visiteur, le Sénégalais lambda, le résident tout simplement, de passage à Dakar n'est plus obligé de pousser une porte pour voir une œuvre d'art. Les gens qui vont au sport, qui se promènent, ont devant eux une prise de parole d'un artiste qui n'est pas là, mais c'est l'œuvre qui leur parle. Et ces artistes-là montrent l'utilité de l'art dans un système d'aménagement culturel du territoire et même de plaidoyer contre la spéculation foncière sur la corniche ouest. Et dans tous les cas, il y a un développement humain, un capital humain qui s'ajoute à cette proposition-là. J'aime bien ce que vous dites, la Biennale se porte bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes sénégalais ou africains, on va le dire, sont satisfaits de cette édition? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a assez de visibilité concernant leurs œuvres? Je pense que cette biennale-là, peut-être, est la biennale la plus réussie. C'est en tout cas ce que disent la presse internationale et la presse nationale. Les raisons peuvent être trouvées ailleurs. En tout cas, on a beaucoup salué la sélection, la qualité des artistes qui participent. On a beaucoup également salué la proposition, la carte qui élargit les contours de la Biennale, qui a atteint une maturité aujourd'hui. Et les artistes, vous savez, cette Biennale Dakar est assez intéressante parce qu'il n'y a aucune biennale dans le monde où les artistes ont le confort et les moyens qu'on leur donne pour créer sur place. Et il n'y a aucune biennale, en fait, souvent les biennales n'ont pas beaucoup de moyens, mais également pas mal de biennales, il faut payer pour aller voir les œuvres. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de ce que Dakar offre au point de vue artistique. C'est extraordinaire. Et on le fait en plus dans un pays en voie de développement. Et ça, il faut le saluer. Et c'est la raison pour laquelle moi je me réjouis. Je me réjouis franchement de ce qu'on a fait et du parcours que la Biennale a fait depuis 1990 et de l'apothéose de cette Biennale aujourd'hui, en 2022. Et de tous les collectionneurs, les chefs de musée, les directeurs, les artistes, agents d'art, galeristes, marchands d'art, curateurs, critiques d'art, conservateurs, toutes ces personnes sont venues en délégation, sont passées à Dakar
Dakar est la capitale internationale des arts le temps d'une biennale. Alors, je me rappelle justement de ce que le président a dit, le président Macky Sall. Il réaffirme son engagement à construire une école nationale des arts et métiers de la culture à Diamniadio pour permettre à ces artistes de se réinventer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec cette vision, justement? Mais parfaitement. Je pense qu'un artiste ou quelqu'un peut avoir du talent, avoir quelque chose qui relève de l'inné. Mais l'inné est un peu fugace. Je pense qu'il faut former ces gens-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai été contacté par un artiste qui s'appelle Solicité, qui a carte blanche et qui m'a dit je voudrais vous proposer comme curateur de mon expo. Solicité est quelqu'un qui aimait crayonner comme quand il était gamin et qui avait une verve mais extraordinaire, une fougue sur support. À un moment, il a fallu qu'il se trouve une place à l'école des arts afin de mieux articuler ce qu'il veut faire et des éléments techniques. C'est illustratif, c'est important. C'est très important. Malheureusement, on est arrivé à la fin de cette émission. C'était passionnant. À l'instant, M. Massamba Mbaye, critique d'art et commissaire du pavillon du Sénégal à la 14e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain africain. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais c'est moi. C'est un plaisir. Merci également à vous, M. El Hadji Malik Ndiaye. Vous êtes directeur artistique de la 14e édition de la Biennale de Dakar de l'art contemporain africain. Merci également à vous. Merci à vous. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média et prenez soin de vous.